Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci beaucoup pour votre présence ici. Donc, je vais raconter quelque chose sur ces histoires de fragmentation. Je voudrais juste présenter un petit peu avant de quoi il s'agit. Donc, les processus de croissance et fragmentation décrivent, donc là j'ai mis un ensemble d'individus, mais voire même un seul individu de taille donnée, et à qui il arrive deux choses. Donc ça se fragmente, les fragments se fragmentent à leur tour de façon indépendante, chacun de façon indépendante de ce qui s'est passé avant et de ce que font les autres. Et en même temps, les fragments peuvent croître parce que, comme je dis là, il peut y avoir ce qu'on appelle des conversions de gaz, condensation de gaz sur des particules, ou bien des polymères qui s'agrègent à des monomères, ou bien des cellules qui grandissent de façon naturelle. Donc, deux phénomènes. La fragmentation va faire que la taille ou la masse des individus décroisse, forcément, et la croissance va faire que la taille des individus croisse. Le nombre d'individus ne va pas être constant puisqu'il y a de la fragmentation, donc leur nombre augmente, et la masse totale non plus ne va pas être constante puisque les individus peuvent croître. Pas de coagulation. Pardon ? Pas de coagulation. Pas de coagulation. Et ça va être linéaire, c'est un cas super simple. Donc c'est une question que les gens apparemment se sont peut-être posées avant, mais on trouve des traces dans les références dans les années 30, 1930, en relation avec les polymères. Et il y a deux approches historiques dès le début. La première approche, même historiquement, les gens faisaient au départ ce genre de choses, c'est une approche probabiliste. Donc au début, c'était surtout statistique. Et puis les outils se sont perfectionnés. Et donc un premier résultat qui a l'air important dans le domaine est le résultat de Kolmogorov en 1941, qui introduit un premier processus stochastique pour décrire un problème bien précis. Apparemment, la taille des grains, le logarithme de la taille des grains a une distribution normale. Donc les gens se demandaient pourquoi, et Kolmogorov l'expliquait. Il fait 2 pages, 3 pages. Ça a déclenché pas mal d'activités, et il y a un regain d'activité à partir des années 2000. C'est difficile de donner les références de façon exhaustive, mais en lien avec les choses que je vais présenter, les travaux de Berthoin sont particulièrement importants. Donc, en 2001, il introduit ce qu'il appelle les processus de fragmentation. Donc c'est un processus, une espèce d'extension, de généralisation de ce que fait Kolmogorov. Et puis en 2014, récemment, il introduit les processus de croissance-fragmentation. Il y a une énorme activité autour de ces choses-là, par Berthoin et des co-auteurs, j'en oublie sûrement, et j'en demande pardon, et qui s'intéresse à des tas de sujets, donc c'est extrêmement actif. La construction de ces processus de croissance-fragmentation, qui n'est pas trivial, leur relation avec le mouvement brownien, il y a des choses très jolies en relation avec les comportements asymptotiques des mesures empiriques, l'extinction, les processus peuvent s'annuler, on peut se retrouver sans particules en temps fini, la formation de poussière, etc. C'est extrêmement actif. Donc ça, c'est un des grands sujets, un des grands domaines d'activité. L'autre domaine, c'est l'étude d'équations qui décrivent la densité de particules. C'est des équations, des modèles de type champ moyen, dont la seule variable qui est retenue pour décrire les particules, c'est une variable de taille ou de masse, c'est une variable réelle, positive. L'équation de fragmentation dont je vais parler apparaît en 1951, mais elle apparaît en relation avec la coagulation un peu avant, en 1945, je crois. En 1951, il y a un modèle discret. En 1958, on voit apparaître un modèle continu. Et elle est appliquée à des tas de phénomènes. Donc là, les polymères, la combustion, la fracture de gouttelettes, le broissage de rochers. Enfin, Dans les années 60, on voit des applications en biologie, la croissance et la division cellulaire. Et puis, dans les années 90, on commence à voir
des applications pour les protéines. Et là encore, il y a une énorme activité depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Je vais donner des références précises parce qu'il fallait quand même choisir. Je vais donner des références précises en relation avec l'équation que je vais traiter, mais enfin, et les problèmes sont évidemment très variés. Donc, existence de solutions, théorie de semi-groupe appliquée à ces équations, comportement asymptotique, état stationnaire n-gonal, je ne sais pas trop comment traduire ça, problème inverse. Enfin, donc voilà, l'équation dont je voudrais parler, c'est un peu ça. Donc U représente une concentration de particules. X est la taille ou la masse, ou oui, une quantité scalaire positive. T va être le temps. Taux est ce qui caractérise la croissance des particules. B, c'est le taux de fragmentation, la vitesse à laquelle ça se fragmente. Et K décrit, donc on considère un cas très simple, les particules se coupent en deux. Donc une particule de taille I se coupe en une particule de taille X plus petit que I et une particule de taille Y moins X. Et donc K de YX donne la probabilité que la particule de taille Y donne naissance à une particule de taille X et non pas de taille Z ou de taille W. Et donc l'autre forcément est de taille Y moins X. Donc il y a des modèles de fragmentation non linéaires, mais pour des raisons que je vais décrire dans une seconde, je regarde uniquement le problème linéaire et en fait la motivation, c'est un article récent de deux probabilistes qui regardent exactement ce problème-là, qui n'est pas non plus un problème bizarre. Enfin, donc ils prennent un taux de fragmentation bien particulier, c'est une puissance somme de x. Le taux de croissance est aussi bien particulier, c'est 1 plus gamma et non pas alpha. Et la mesure de dislocation a cette forme qui est très commode pour faire des calculs et qui n'est pas complètement stupide. Disons, en gros, c'est un peu la motivation. Donc K0, c'est une mesure de support dans 0,1 parce que Y est forcément plus grand que X puisque X est un morceau de X, de Y. Donc le support de K0, c'est très naturel qu'il soit compris entre 0 et 1. On peut aussi imaginer des K0 les plus généraux possibles. Eux aiment bien les K0 qui sont symétriques, donc ils ont une certaine symétrie X1 moins X, et ils veulent autoriser des noyaux K0 singuliers. Moi, ce n'est pas mon problème du tout, donc, mais enfin, disons pour citer leurs résultats, leurs hypothèses sur K0 sont comme ça. Donc sous ces conditions, l'équation devient encore un peu plus simple, et ils s'intéressent au problème avec un seul individu au départ de taille 1. Et ça va fragmenter, et ils veulent bien que probabilistes, ils s'intéressent à l'équation pour montrer que leurs méthodes peuvent donner des résultats pour l'équation, ce qui est le cas, et qui motive donc quelques références. Donc, il y en a beaucoup, je ne sais pas si je vais être capable de tout décrire. Donc ce genre d'équation avec des taux et des B donnés par des puissances a été étudié longuement. Je ne suis pas du tout expert, mais disons qu'on retrouve dans la littérature des articles liés à la biologie dans les années 80, où on étudie l'existence au moyen de semi-groupes, l'existence de valeurs propres, des propriétés spectrales de l'équation. Il y a des travaux de Banasiak, un livre en particulier où il applique la théorie des semi-groupes, en particulier à ces équations avec des termes de coagulation également. Dans le livre de Benoît Pertam, qui a été aussi une des causes de la prolifération de travaux. Ça a déclenché. Là aussi, on étudie l'existence et des propriétés qualitatives de solutions de cette équation. Des travaux plus récents, donc il y a le travail de Bernard Gabriel, qui, on essaye d'affaiblir, d'obtenir des solutions et d'étudier les comportements sous des hypothèses de plus en plus générales sur
taux de x, b de x. Il y a toute une série de travaux sur eigenéléments, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais bon, sur et le comportement asymptotique des solutions par encore Benoît et une bonne. Il y a beaucoup de Français qui ont travaillé là-dessus. Et le dernier que j'ai vu, il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un article de Marie Doumic avec Van Brunt, qui regarde l'équation lorsque gamma vaut 0 et alpha est égal à 1, qui est un des cas particuliers de l'équation que regardent Berton et Watson. Donc j'ai mis tout ça là parce qu'en général, dans tous ces articles-là, en particulier pour toute cette série ici, une des conditions qui intervient, c'est que le noyau, le taux de fragmentation est donné par x gamma, le taux de croissance est donné par x alpha, et cette propriété-là intervient de façon fondamentale dans beaucoup de résultats, hein, qui est juste ce que ne vérifie pas l'équation que je vais regarder, puisque dans l'équation que je vais regarder, alpha est égal exactement à gamma plus 1. Donc, pour ça que des fois on l'appelle l'équation critique, et on va voir un peu plus loin. Donc, quel est le résultat il démontre plusieurs résultats, mais disons ce qui m'a frappé, c'est la chose suivante. Donc, ils introduisent, bon, c'est la transformée de Méline du noyau, hein, c'est cette fonction K de S. Donc ça, c'est la mesure de ce qu'on appelle la mesure de dislocation, K0. Donc sous une hypothèse qui a l'air... Bon, sous cette hypothèse, les auteurs montrent qu'il existe une solution, c'est une mesure. Donc pour tout t, à chaque instant t, U de t est une mesure non négative et c'est une solution faible de l'équation linéaire. Donc, aucune difficulté là-dedans. Il montre aussi qu'il existe des solutions non triviales dont la donnée initiale est nulle. Donc il y a un problème d'unicité même dans ce cas-là. Bon, et il montre aussi. Tu avais une singularité en 1. Là. Une singularité en 1. Non, tu n'avais pas insisté sur le fait que Bertrand ait regardé un K0 de x. Oui, mais absolument, mais c'est parce qu'ils veulent étendre ça. Mais disons, pour le résultat, pour le phénomène qui me... Disons, j'ai voulu le mettre pour montrer que leur K0 peut être vraiment méchant, mais ce n'est pas ça qui va être important pour ce qui est bizarre, c'est cette condition, enfin bizarre, on va comprendre bien, mais disons, ce qui est important, c'est le fait que si K0 est trop singulier en 1, évidemment, ça n'aura pas de sens. Il faudra faire une définition au sens faible, ça va être un peu plus tendu. Donc, pour simplifier, j'ai préféré prendre K0 comme ça. Donc, sous cette hypothèse, il existe des solutions. Il y a des problèmes d'unicité. Par contre, si l'infimum est supérieur ou égal à 0, leur méthode ne donne pas de solution et ils suggèrent qu'il n'y a pas de solution globale non négative. Ce qui me semblait curieux. Donc, voilà la motivation du travail. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi est-ce que ça intervient dans ce problème. Donc, j'ai choisi le cas le plus simple possible, peut-être trop simple, mais bon, j'ai pris ce cas-là. Donc, je prends K0, c'est une fonction à H, c'est la fonction d'Hévisen. Donc, c'est une fonction à support entre 0 et 1 et qui est constante, elle vaut θ. θ est une constante. Donc K de S est donné par θ sur S pour S strictement positif ou S strictement négatif. Non, pour S strictement positif, absolument. Je suis désolé de t'interrompre sans arrêt. Non, mais. Tu parlais d'un problème de l'unicité. C'est quand même une équation linéaire. Qu'est-ce qui cloche de quand on dit, puisque le noyau est positif à droite, que si je vais vérifier que si on part de 0, il n'y a rien qui sort du non trivial. Et qu'est-ce qui cloche en disant que si U est solution faible, même faible, alors la valeur absolue de U, même au sens des mesures, est une sous-solution. Où est-ce que ça coince? Je pense que les coefficients sont... Donc, c'est pas le D sur dx, ça pose aucun problème. Ça peut se régler. Donc là ça peut être... Soit B n'est pas borné, c'est-à-dire si gamma est positif, B n'est pas borné. D'accord, on ne peut pas justifier la valeur absolue. Et si gamma est négatif,
taux de x, et si gamma est positif, ça c'est pas borné. Si gamma est négatif, ce truc-là est singulier. C'est pas. J'imagine qu'il y a suffisamment de monde qui a regardé ça pour que ça ne marche pas aussi. Oui, ce qui est frappant, c'est que tous les résultats connus exigent en gros soit que B soit borné, soit que taux croisse plus lentement que linéairement. Oui, c'est ce qui doit. C'est-à-dire ça. Ah oui, ça c'est logique parce que si on veut conclure, il y a un problème de masse à l'infini. Donc si on veut conclure, il faut pouvoir intégrer sur la droite tout entière. Donc si ça croît plus que linéairement. Quand gamma est positif. Il y a un problème de D'accord. Si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, maître B, il y a la masse de Dirac aussi qui part à l'infini. Oui, ça on va le voir sur la solution explicite. Le problème c'est l'infini. Quand gamma est positif. Je vais parler essentiellement de gamma positif. Voilà, donc c'est le. Donc l'équation devient vraiment très 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 simple. Si θ est entre 0 et 1, la fonction phi, c'est très facile de voir qu'elle est. Donc la fonction phi tend vers plus l'infini, à l'infini. Donc, si l'infimum est positif, il ne va pas y avoir de zéro réel. Si l'infimum est négatif, il va y avoir des zéros réels. Donc, dans mon cas, si l'infimum est négatif, c'est-à-dire pour θ plus petit que 1, sigma et sigma 2 sont les deux racines réelles, il y a deux racines réelles. Et si θ est plus grand que 1, les racines sont complexes et l'infimum est strictement positif. D'accord ? Donc, c'est un cas super simple. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça pose un problème, le fait que les racines soient complexes ou pas. Ok, donc le premier réflexe, je pense, l'équation étant linéaire et tout étant homogène, c'est de prendre la transformée de Méline et voir ce qui se passe. Quand on fait ça, donc ici, je pense que ça, c'est l'explication de la transformée de Méline. On comprend bien pourquoi c'est un cas critique dans ce cas-là, parce que les homogénéités sont telles que quand on prend la transformée de Méline des différents termes de l'équation, donc la transformée de Méline de U, je l'ai appelée oméga, de T et de S. Lorsqu'on fait la transformée de Méline du terme de croissance, on tombe sur un coefficient de S fois oméga de S plus gamma. Et lorsqu'on fait la transformée de Méline du terme de droite, le terme de l'intégrale, on tombe aussi sur oméga de T de S plus gamma. Si alpha n'est pas égal à gamma plus 1, on obtient une autre valeur ici, et donc on obtiendrait la fonction oméga évaluée en 3 points différents. Là, ça se complique. Mais là, l'équation qu'on obtient pour grand oméga est une équation de ce type. Donc la dérivée en temps de la transformée de Méline, en supposant que tout fonctionne comme on l'espère, c'est phi de S, qui est la transformée de Méline du terme de droite plus S-2, fois oméga au point S plus gamma. Donc les propriétés d'analyticité de oméga vont correspondre à des propriétés d'intégrabilité de XPU. Si U est non négatif, c'est des propriétés de, disons, oui c'est ça, la valeur absolue de U intégrable contre des poids, donc ça correspond à peu près au genre de choses qu'on veut. Et donc, les arguments que je vais présenter ont deux parties bien différentes. Il y a une première partie qui consiste à étudier ce problème, et la deuxième partie qui consiste à inverser la transformée de Méline. Donc, sur l'inversion de transformée de Méline, je n'ai rien de particulier à apporter. Tout le travail va être de résoudre l'équation lorsque, évidemment, lorsque gamma est nul, c'est une bonne équation différentielle ordinaire qui se résout explicitement et qu'on inverse de façon très simple sous des hypothèses très générales sur phi. Mais je ne veux pas parler de ça ici. Donc le problème intéressant ici, c'est lorsque gamma n'est pas 0. Donc ce genre d'équation a déjà été étudié. Je ne connais pas non plus toutes les références, mais les choses que je connais sont des travaux liés à Zakharov dans les années 80, 90. Par exemple, lorsqu'on linéarise des équations de Boltzmann autour de solutions puissance, on obtient aussi ce genre d'équations avec des phi beaucoup plus tordues, compliquées, mais du même style. Et donc il y a des méthodes relativement classiques qui ne sont pas toujours expliquées de façon générale
mais enfin qu'on peut trouver par exemple dans le livre de Palewiner, c'est assez bien expliqué, donc c'est un peu ce que je voudrais raconter ici. Et puis, pour les histoires de Méline transformée inverse, il faut trouver les bons espaces. Donc, je présente ici un peu les choses dont je vais avoir besoin juste pour les énoncer. Je veux pas. J'ai trouvé, c'était assez bien expliqué là. Donc, on utilise l'espace dual de ces espaces de fonctions, ce sont des sous-espaces de distribution. C'est le dual des fonctions C infini, sur 0 l'infini, pour lesquels on prescrit le comportement en 0 et à l'infini. Donc on a une espèce de semi-norme NPQK avec des fonctions qui ont des comportements en 0 et à l'infini. Donc ça, c'est des dérivés d'ordre K de phi. Ça définit, cette famille de semi-normes définit une topologie sur PQ, et puis on prend l'espace dual. Et c'est exactement les espaces qu'il faut pour aller et venir avec la transformée de Méline inverse. Donc je vais me servir de... Donc en particulier, si on a une fonction, une distribution qui est là, sa transformée de Méline va être analytique dans une bande. J'écris les bandes dans le plan vertical comme ça, SPQ, donc c'est les complexes dont la partie réelle est comprise entre P et Q. Si on a une fonction U non négative qui a des moments d'ordre P, elle va être dans un de ces espaces de façon donc ces espaces contiennent ce genre de choses. Bon, alors je présente donc avec ces outils-là le premier terrain. Le premier résultat, il est super simple. Donc, pour tout gamma positif et pour toutes les valeurs de θ positives, on peut trouver une solution locale, explicite, complètement explicite de l'équation. Donc, la solution U est une mesure. La donnée initiale du problème, c'est une Dirac en 1, c'est une particule initiale de temps 1. Donc il y a une première partie, c'est une Dirac, une masse de Dirac au point 1 moins gamma t. Donc gamma t est plus petit que 1, parce que t est entre 0 et 1 sur gamma, ce n'est pas très bien écrit. Mais donc gamma t dans cet énoncé est plus petit que 1. Il est positif parce que gamma est positif, et il est plus petit que 1. Donc 1 moins gamma t est positif. Ça, c'est une mesure de Dirac placée au point 1 moins gamma t à la puissance moins 1 sur gamma, plus une fonction régulière que j'ai écrite en bas, fois la fonction de Heaviside. Et cette fonction régulière, c'est donc cette plus 1. Et ça, c'est une fonction hypergéométrique qui va arriver de façon naturelle. Je rappellerai ce que c'est qu'une fonction hypergéométrique. Enfin, c'est un truc explicite, complètement explicite. Et lorsque t tend vers 0, on voit bien que ça va tendre vers 0, et on récupère t égale à 0, on récupère la donnée initiale. Voilà, donc c'est complètement explicite. Ce n'est pas très surprenant de trouver des solutions explicites apparemment. Pour l'équation juste de fragmentation, on connaissait des solutions explicites obtenues par Gradiesi. Alors là, c'est des hypergéométries confluentes qui sont un peu plus simples que celles-là, mais voilà. Donc ça, c'est un résultat d'existence. Et on a l'unicité dans une certaine classe de distribution, donc les E'. Donc en gros, ce qu'on dit là, c'est que c'est la seule mesure solution telle que pour tout t, U de t soit dans cet espace. Donc si on suppose, ou comme on suppose que U est non négative, en gros, on dit que XPU est fini pour n'importe quel P supérieur à moins 1, donc P doit être strictement plus grand que 1, et dans un intervalle de longueur strictement plus grande gamma. Dès qu'on a une fonction, ou une mesure, pardon, U non négative, qui a des moments d'ordre P pour P plus grand que moins 1, sur un intervalle de longueur strictement plus grande que gamma, c'est cette mesure que j'ai donnée. Et la condition importante, c'est que l'intervalle soit de largeur strictement supérieure à gamma. Avoir des moments suffisamment... D'accord, c'est le... Bon, donc ça, voilà le point. Donc
résultat suivant, c'est que cette solution peut s'étendre à tout temps. On peut la prolonger pour avoir une solution faible, mesure, pour tout temps, dans un espace qui, lui, il commence à être un peu plus petit. Donc, on va avoir des moments, en gros, entre 0 et le minimum de 2 plus gamma. Donc, on va avoir deux sorts ce paramètre. À partir du temps 1 sur gamma, la solution est une bonne fonction régulière. On peut la calculer aussi, ce n'est pas aussi explicite, mais presque. Et elle se raccorde de façon continue à la solution qu'on a obtenue, à la solution locale. Mais l'information intéressante, c'est que la solution qu'on construit n'est pas positive pour tous les x entre 0 et l'infini. Donc à partir de t égale 1 sur gamma, la solution qu'on obtient n'est plus de signe constant, elle oscille. D'accord ? Bon. Pour montrer qu'il n'y a pas de solution non négative, ce qu'on va faire, on va essayer d'obtenir un résultat d'unicité de solution qui inclut ce genre de solution. Comme ça, il n'y aura pas de solution non négative. Donc, le résultat est obtenu du côté de Méline, parce qu'en fait, c'est là où on voit ce qui se passe. Donc, du côté de Méline, le résultat d'unicité est le suivant. On considère l'équation qu'on obtient quand on prend la transformée de Méline. On suppose qu'elle a une donnée initiale, et on suppose que la solution, donc W, vérifie ces hypothèses. Donc, elle est continue de 0t avalant dans une bande. Donc, j'ai vérifié que le tableau fonctionnait, donc je vais m'en servir. Donc, là, c'est partie réelle de S. Ici, quelque part, il y a la partie imaginaire. Donc, on suppose que la fonction W, pour tout t entre 0 et t, elle est analytique sur une bande de largeur ρ plus gamma fermée, donc elle est analytique sur un petit peu plus que la bande ρ plus gamma, et on suppose qu'elle est bornée sur le fermé. Donc la fonction W est analytique et bornée. Et on suppose qu'elle a une donnée initiale W pour tous les S entre ρ et ρ plus gamma. Donc des fonctions comme cela, qui sont solutions de l'équation, il y en a une seule. C'est ça le résultat d'unicité. Donc une fois qu'on a ça, on obtient un résultat d'unicité pour U de façon dans les espaces adéquats. Donc la solution construite au théorème 3 vérifie les hypothèses du théorème 4, donc c'est la seule solution du problème, évidemment, qui vérifie les conditions. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Oui. Donc, à cause du S plus gamma, elle n'est pas définie que dans la bande. Tu supposes l'analyticité dans la bande, mais et c'est borné partout. Non, borné sur la bande fermée. En fait, et sur le reste, tu ne supposes rien du tout. Le reste, en fait, l'argument est très clair. On voit bien deux sorts. On voit bien deux sorts la condition. Donc ça va être. C'est juste borné sur la bande fermée. Ça, c'est important. Mais... Donc on obtient une unicité dans l'espace que nous permet l'inversion de la transformée de Méline. Donc là encore, il y a une restriction sur gamma qu'on va voir. Je vais dire un mot tout de suite. Donc le corollaire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de solution non négative qui a des moments d'ordre P, pour P entre ρ-1, ρ-1 plus gamma prime, où ρ est un nombre entre 0 et 2 moins gamma, donc ça peut être... Et gamma prime peut être n'importe quoi plus grand que gamma. Il faut que ce soit toujours de largeur strictement apparente que gamma. C'est donc évidemment, ça n'interdit pas qu'il y ait des solutions qui ne vérifient pas les hypothèses, mais des solutions comme ça. Donc ce n'est pas des solutions très, très surprenantes du point de vue de l'équation de fragmentation. C'est un genre d'hypothèse très très naturel. Alors, il y a des résultats semblables pour gamma négatif. J'ai pensé qu'il valait mieux pas parler de tout en même temps. Pour gamma négatif, il n'y a même pas de solution locale positive.
c'est plus dramatique. Mais enfin, ça, pour l'équation de fragmentation, c'est pas très surprenant, parce qu'il se passe des choses bizarres, même s'il n'y a pas de terme de croissance. Mais enfin, je ne parlerai pas. Donc, comment est-ce qu'on... Le théorème 1. Le théorème 1, en fait, il est super simple, parce qu'il y a des solutions explicites. Boum. Moi, je ne les ai pas trouvées comme ça, mais une fois qu'on les voit, on les reconnaît. Donc, les fonctions hypergéométriques de Gauss, ce sont des fonctions de 4 arguments, A, B, C, Z, qui vérifient exactement cette équation. Donc, évidemment, il faut aller chercher sur... Donc, je ne connais pas Abramowitz-Segund par cœur. Donc, on peut utiliser une méthode générale que j'expliquerai si j'ai le temps dans une minute. On fait les calculs. Maintenant, je crois qu'il est sur... on peut le trouver. Donc, il y a une méthode générale qui donne la solution, et quand on l'écrit... et oui, c'est une fonction hypergéométrique, donc c'est celle-là. Donc, la solution de cette équation, évidemment, ça tient au fait qu'on a choisi un phi de S très, très, très particulier. C'est une fonction rationnelle avec... Bon. Donc, elle s'écrit comme ça. Donc, f, c'est une fonction hypergéométrique de Gauss, et les arguments sont S moins sigma 1 sur... Pardon? Et qui part de 1. Et elle part de 1. Voilà, absolument. Donc, d'accord, c'est quoi si on veut prendre la transformée de Méline, il faut savoir ce que c'est que la fonction hypergéométrique. Donc voilà, la fonction hypergéométrique, si l'argument Z est en module plus petit que 1, c'est une série absolument convergente. C'est un truc super simple. C'est ça. Gamma, c'est la fonction gamma. Donc voilà, lorsque module de Z est plus petit que 1, ça converge absolument. C'est une belle série. Et en plus, on a une formule, toujours dans Abramowitz-Segund, qui permet de l'écrire de façon un peu plus sympathique. On voit apparaître le 1 moins gamma t. Et la dépendance en S ici est uniquement sur la troisième variable. C'est quand même plus sympathique. Et donc, on écrit la série et on voit les propriétés de oméga tout de suite. Donc, c'est une fonction méromorphe. On voit l'épaule. L'épaule, c'est l'épaule de la fonction gamma qui est là. Qui sont donc pour S sur gamma égale moins M. Donc S égale moins M gamma. Donc on a une belle série, on connaît les pôles, on va faire la transformée de Méline inverse. Donc en fait, c'est... bon, on fait la fonction de transformée de Méline inverse. En fait, bon, donc je continue. On veut donc prendre la transformée de Méline inverse de cette fonction oméga pour définir U. La partie de gauche de l'équation, ça va. La partie de droite, il faut utiliser les règles de calcul de la transformée de Méline. Hein, c'est un peu technique, mais c'est dans les livres de texte. Il y a pas de... Le truc amusant, c'est de calculer explicitement, essayer d'obtenir la transformée de Méline. Donc, c'est plus simple, en fait, de calculer, de montrer que la transformée de Méline de U, on arrive à intuiter ce que va être U, et la fonction oméga. C'est un peu plus simple. Je ne vais pas le faire en détail. Hein. Donc dans U, il y a deux parties. Il y a la partie de la masse de Dirac et la partie de la fonction que j'ai écrit V ici. La transformée de Méline de la masse de Dirac, c'est trivial. Et la transformée de Méline de V, ce n'est pas très compliqué parce que la fonction f, c'est à son tour une série absolument convergente. On va transformer, donc je l'ai écrit ici, la fonction V, c'est ça. AN, c'est des coefficients, c'est des gamma, c'est des trucs. Hein. La fonction WN, elle est là. Donc on va vérifier que la série des transformées de Méline est absolument convergente et on va dire que la transformée de Méline de V, c'est la série des transformées de Méline. Donc on va dire que c'est la transformée de Méline de V, c'est la série. Hein. Et les transformées de Méline de cette fonction se font de façon explicite. C'est un calcul complètement élémentaire. On intègre... Mais c'est un calcul qui marche bien lorsque gamma est positif. Lorsque gamma est négatif, ça ne marche plus du tout parce que vous voyez, il faut intégrer ces cochonneries-là entre 0 et l'infini. Si gamma est négatif, on va avoir des ennuis. Et en plus, si gamma est négatif, les pôles de la fonction vont être sur la partie réelle positive, ce qui est très mauvais pour les calculs avec la transformée de Méline inverse. Donc, on a le résultat pour gamma positif, c'est bien.
Mais comme je vais montrer dans un moment, pour gamma, faut pas espérer faire quoi que ce soit pour gamma négatif, ou même, hein, parce que je rappelle que l'hypothèse, c'est gamma de t entre 0 et 1. Si gamma de t est plus grand que 1, on va aussi avoir des ennuis. Mais ça, je vais y revenir dans une seconde. Je voulais juste donner quelques propriétés de... Donc on a une solution locale pour gamma t strictement plus petit que 1. Qu'est-ce qui se passe lorsque t tend vers 1 sur gamma par valeur négative? Il ne se passe rien de particulier, enfin rien de particulièrement grave apparemment. La mesure u converge vers un profil absolument sympathique. La mesure de Dirac disparaît parce que la mesure de Dirac était au point 1 moins gamma t moins 1 sur gamma. Donc lorsque gamma t tend vers 1, ce truc-là diverge à plus l'infini. Il était même affecté d'un coefficient qui tend vers 0. Voilà, exactement. Et on obtient... Bon, c'est vrai que les moments, quand on regarde les moments de la solution, si le moment r est plus grand que 1, le moment va diverger parce que R-1 est plus grand que 1, donc cette quantité-là s'annule, le produit converge vers une constante, donc ces moments-là divergent. Le moment d'ordre 1 diverge aussi, la masse diverge, mais les moments d'ordre entre 0 et 1 convergent vers une constante. Donc certains moments explosent, pas d'autres. Bon, pas de... Alors qu'est-ce qui se passe après? Donc lorsque t est plus grand que 1 sur gamma, la fonction hypergéométrique n'est plus donnée par une série. Il y a des extensions analytiques. On peut essayer d'utiliser les extensions analytiques. Moi, je n'ai pas été capable de prendre la transformée de Méline inverse des extensions analytiques. C'est-à-dire c'est des choses qui divergent, qui donnent des intégrales divergentes. D'accord ? Et lorsque gamma est négatif, les pôles sont à droite, la transformée de Méline inverse bloque aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est deux. Ça, j'en dirai rien, ça, je dirai un mot. Mais malgré tout, on a envie de dire, bon, comment est-ce qu'on peut obtenir des solutions plus générales, en particulier pour étendre ça après le temps 1 sur gamma, et puis quelle est la façon de montrer l'unicité. Donc, ce que tu as fait avec une Dirac en 1, tu peux le faire à une Dirac à n'importe quel point. Ça change positif. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Oui, non, ça joue. Et en revanche, on ne peut pas le faire à partir d'un point sur 1 plus x2. Enfin, ou des choses qui sont... Voilà. Bah oui, c'est ça, exactement. Et c'est un truc à voir, puisque le profil est en fait en 1 sur x2. Donc, effectivement, c'est une question très naturelle. Mais non. Quelque chose qui bloque dans la superposition. Oui. Donc, disons, la façon de regarder l'équation non locale, là, l'idée de base, en gros, qu'on va utiliser pour obtenir une solution générale de l'équation et pour montrer l'unicité, c'est l'idée suivante. Donc, bon, on se débarrasse de la dérivée en temps en prenant attention à de Laplace. Ça, c'est pas fondamental, mais bon, ça simplifie un peu l'exposition. Donc, on suppose qu'on peut transformer de Laplace sans problème. On obtient une équation pour laquelle z est un paramètre. Je ne dirai rien sur z pour l'instant. Z est un paramètre. Et on a une équation non locale en S. Donc, comment est-ce qu'on obtient des solutions de ce truc? On commence par obtenir des solutions du problème homogène, et puis ensuite on fait une variante pour le problème non homogène. Donc l'étape principale, c'est comment est-ce qu'on obtient des solutions simples lorsque phi est une fonction qu'on connaît et dont on peut décrire le comportement. Donc l'idée, c'est de faire un changement de variable. Donc il faut faire un dessin. On fait une transformation. Donc, que nous dit l'équation? L'équation nous dit qu'on cherche une fonction oméga qui a un lien. Donc, la valeur de oméga chapeau en S a un lien avec la fonction oméga chapeau en S plus gamma, et ce lien est donné par la fonction phi. Donc, ça rappelle un peu vaguement le problème de Cauchy, mais évidemment, sur la bande, on ne voit pas bien. Donc, on fait un changement de variable on passe d'un problème posé sur une bande de largeur gamma
à un problème posé dans tout le plan complexe avec une coupure le long de, par exemple, de la demi-droite. De telle façon que lorsque je me déplace de la bande de ρ à ρ plus gamma, alors là j'ai choisi un sens qui fait comme ça, je me déplace dans le plan complexe comme ça. Donc ici je cherche une fonction oméga dont les valeurs entre cette droite-là et cette droite-là sont liées par phi de s. Là je vais chercher une fonction que j'ai appelée g, dont les valeurs le long de cette droite par en haut et par en bas sont liées par la fonction phi dans les nouvelles variables. D'accord ? Donc, j'appelle la nouvelle variable zeta. Ce changement de variable, c'est celui qui envoie la bande dans le plan complexe, qui envoie ρ sur la partie inférieure sur x moins i0 et qui envoie ρ plus gamma sur x plus i0 comme j'ai indiqué ici. Et on fait le changement de variable pour la fonction grand phi de s également. Pour des raisons de commodité, c'est ce qui va m'arranger pour le calcul que je vais faire. Pour définir la fonction phi le long de la droite réelle positive, je vais prendre la valeur par en dessous, la valeur inférieure. Bon, on va comprendre dans une seconde pourquoi ça m'arrange. Et donc le problème est transformé, j'ai transformé l'équation en une nouvelle équation pour la fonction grand G. Donc si oméga, comme je dis, est analytique à l'intérieur de la bande, la fonction grand G va être analytique dans le plan complexe moins à la droite. Si la fonction oméga est bornée dans le fermé, la fonction G va être bornée dans tout le plan complexe. Voilà. Et la fonction grand G vérifie, j'ai tout fait pour que la fonction grand G vérifie quelque chose comme ça. Où phi de x, c'est la fonction que j'ai définie il y a une seconde. Donc, j'ai une fonction grand G analytique dans tout le plan, qui a une relation entre la valeur par en dessous et par au-dessus. J'ai presque gagné, il y a encore ce truc-là qui me gêne un peu, donc je vais devoir l'exprimer de façon... Il faut que je réécrive cette fonction-là de façon intelligente. Et donc pour ça, il faut la décomposer. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On prend le log de la fonction, qui est définie le long de la droite réelle, et on définit une intégrale de Cauchy. Donc on définit m pour toute valeur de zeta qui soit en dehors de la droite, 0 plus l'infini, par cette intégrale. Donc comme la fonction phi décroît, disons, le log ne décroît pas suffisamment à l'infini, il faut trafiquer un peu l'intégrale pour ajouter de la décroissance à l'infini, pour avoir de l'intégrabilité. Mais en fait, la fonction m ne va pas dépendre de lambda 0. Donc ça, c'est uniquement pour que l'intégrale converge. Donc ça définit une fonction petit m dans tout le plan complexe, sauf la demi-droite positive, bien sûr. Donc, M est analytique sur tout le plan complexe moins la demi-droite. Et on veut obtenir les expressions, les limites par au-dessus et par en dessous le long de la droite, pour s'en servir dans la formule, dans l'équation que vérifie grand G. Donc on utilise des formules connues, je ne préfère pas prononcer ça, mais on utilise des formules connues. C'est très simple. Donc, la valeur par au-dessus, c'est la fonction 1/2 de la fonction plus la valeur principale, et la valeur par en dessous, c'est moins la moitié de la fonction plus la valeur principale. De telle façon que lorsque je fais la différence des deux, quand on fait la différence des deux, on obtient le log de la fonction, phi lambda sur z, et les parties principales s'en vont. Donc, on utilise ça pour écrire la fonction phi de x sur z comme un quotient. Donc, qu'a-t-on gagné? La fonction m est une fonction analytique sur tout le plan complexe, sauf la demi-droite positive. Et là, on a la valeur par au-dessus et la valeur par en dessous. Donc, on met ça dans l'équation vérifiée par grand G, et on obtient cette égalité. Donc, la fonction exponentielle de petit m fois grand G est une fonction, comme c'est le produit de fonctions analytiques, est une fonction analytique dans tout le plan complexe, sauf la demi-droite positive, et leur saut, leur valeur par au-dessus et par en dessous est le même.
Donc la fonction est analytique dans tout le plan complexe. Sauf que, elle est analytique dans tout le plan complexe, on n'a pas encore fini, il faut encore savoir quel est le comportement en 0 et quel est le comportement à l'infini. Donc c'est à partir de là que les arguments changent, ça dépend de ce qu'on veut faire. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais disons que cette construction est basique pour l'étude de l'équation. Donc, typiquement, si la fonction f est bornée dans le plan complexe, donc c'est une des hypothèses, par exemple, qu'on a introduit avant, et si elle est aussi bornée à l'infini, la fonction est une constante, elle est indépendante de la variable zeta. Donc, f de z et de zeta va être uniquement une fonction de z. Du coup, la transformée de Méline de notre inconnu est donnée par une fonction de z fois une fonction explicite de z et de zeta. Et c'est ça qu'on va utiliser pour inverser la place et ensuite éventuellement inverser la transformée de Méline. Donc cet argument est utilisé de deux façons différentes. Je vais décrire ça de façon très brève. L'une, c'est pour construire des solutions. Donc c'est comme ça que j'ai construit la solution explicite et que j'ai reconnu à la fin, grâce à Mathematica, que c'était la fonction hypergéométrique machin. Et une autre, c'est de démontrer l'argument d'unicité pour la fonction. Donc je vais commencer par voir comment on montre l'argument d'unicité, parce que on va voir le... Donc l'argument d'unicité, évidemment, quand le problème est linéaire, se limite à montrer que la solution, si W0 de S est nul, la solution est nulle. Donc si W de S est nul, quand on prend la transformée de Laplace de la fonction, on tombe sur cette équation. Il y a pas de, c'est une équation homogène. Il n'y a pas de terme qui vienne de la donnée initiale, puisque la donnée initiale est nulle. Du coup, la solution W que j'ai écrite il y a une seconde, ce que j'écrivais G de Z et de zeta, qui s'écrivait F de Z et de zeta fois une exponentielle de M de Z et de zeta. La fonction f de z et de zeta, d'aller ici, oui, parce qu'ici il y a un moins en fait. J'ai écrit de la formule avec un moins. Donc, dans les hypothèses qu'on s'est données, en particulier quand on demande que W soit borné sur la bande fermée, font que la fonction f est effectivement bornée dans le plan complexe. Le comportement de la fonction grand phi à l'infini, donc la fonction grand phi est explicite, le comportement de la fonction grand phi à l'infini montre que la limite de f de z et de zeta, lorsque zeta tend vers 0, donc c'est la même puisque la fonction est indépendante de zeta, mais le comportement de grand phi montre que la limite de f lorsque zeta tend vers 0 est égale à 0 si la partie réelle de z est positive. Si la partie réelle de z était négative, ça ira très mal. Mais pour prendre la transformée de Laplace inverse, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, pour le problème homogène, lorsque la fonction phi de s a un comportement adéquat, ce qui est le cas ici, la fonction grand F est nulle. Donc la transformée de Méline de notre solution est nulle, et donc la solution est nulle. C'est l'argument. Et c'est important d'avoir W borné sur la bande fermée, et c'est pour ça que dans les hypothèses, on cherche à avoir un petit peu plus que gamma. Donc ça, c'est l'argument d'unicité. La construction de la solution suit à peu près les mêmes... Donc ici, j'ai écrit l'équation... Donc c'est pour z égale à moins 1, formellement. Donc la partie réelle de z ici est négative. Mais je ne vais pas utiliser la transformée de Laplace. Je vais construire une fonction v qui vérifie cette équation. Donc ça, on l'a construit en utilisant exactement la méthode que j'ai utilisée ici. Une fois qu'on a la fonction v, on fabrique la fonction u, on peut la fabriquer par une méthode générale, mais le résultat va être celui-ci. Donc la fonction u, c'est une combinaison de fonctions v
avec des fonctions explicites, complètement explicites. Et c'est complètement trivial de voir que si cette intégrale converge, donc il faut prendre une courbe dans le plan complexe pour que l'intégrale converge absolument et les dérivés convergent également absolument, mais formellement c'est complètement trivial de voir que si V est une solution de cette équation, la fonction U vérifie l'équation, la fonction désirée. Donc, on a ici la transformée de Méline de notre fonction U, solution du problème de fragmentation. Donc, où est le mystère du résultat de Bertoin et Watson à la fin? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Donc, la solution de l'équation de fragmentation est donnée par la transformée de Méline inverse. On prend la partie réelle, parce que ça, on ne sait pas si c'est réel, mais on prend la partie réelle. Comme les coefficients sont réels, la partie réelle est aussi une solution de l'équation. Et on s'intéresse au comportement. Est-ce que cette fonction W est positive toujours ou pas? Donc, ce n'est pas difficile. On va voir par exemple le comportement pour les x grands. Le comportement pour les x grands dans cette expression est donné par les pôles de la fonction U. Donc, le pôle qui va intervenir pour les valeurs de x grand, c'est le pôle sigma 2 plus gamma. Sigma 2 est une des racines de phi. Si les racines de phi sont complexes, sigma 2 va avoir une partie imaginaire. Si sigma 2 est complexe, il y a une partie imaginaire. Et donc, la fonction oméga va avoir une partie qui oscille, qui va changer de signe. Il est facile d'obtenir en choisissant de façon astucieuse les valeurs de x très grandes, des exponentielles de 2pi sur gamma, des valeurs de x très grandes pour lesquelles cette fonction peut prendre des valeurs positives ou négatives. Donc si les racines de phi sont complexes, le comportement de la solution, soit à l'infini, soit en zéro, parce que ça va être donné par des puissances de ces puissances complexes de x, et donc ça va faire des solutions qui changent de signe. Donc, il peut y avoir d'autres solutions qui ne soient pas du tout données par ces méthodes. Par exemple, l'équation n'a pas besoin d'avoir de l'intégrabilité jusqu'en zéro, puisqu'on intègre de x à l'infini. On pourra imaginer qu'il y a des solutions singulières, par exemple. Je ne sais pas, je n'en ai pas vu. Mais donc, si c'est des solutions de ce type-là, c'est ce genre de solution. Voilà, donc je pense que j'arrête là. Merci beaucoup.